C'est l'heure du journal, mesdames et messieurs. À la une de cette édition de l'information, la Société Électricité de France prend désormais les commandes du barrage de Natigal. Un accord a été signé entre le gouvernement camerounais et cette entreprise ainsi que la Société financière internationale pour une durée de 35 ans. Nouveau code de procédure pénale, la publication est déjà disponible. Le président de la République a signé une série de textes après délibération et adoption le mois dernier au Parlement. Dans cette série de textes, la loi du 12 juillet promulguée par Paul Biya y occupe l'essentiel des 177 pages. Et puis, la fête nationale française a été occultée par un attentat terroriste en soirée du 14 juillet. Un Tunisien a foncé sur des manifestants avec son véhicule, causant le décès d'environ 84 personnes. Les détails, vous les aurez dans ce journal. C'est tout pour les grandes lignes. Merci de nous rejoindre sur les antennes de CamNews 24 pour cette édition complète de l'information. Le président de la République a signé le 12 juillet dernier une série de textes après délibération et adoption au Parlement. Une édition spéciale du journal officiel paru mardi dernier vient pour ainsi dire officialiser le contenu du nouveau code de procédure pénale. La loi du 12 juillet promulguée par le président Paul Biya y occupe l'essentiel des 177 pages. Le texte est également accompagné du décret signé lui aussi ce même 12 juillet et portant partie réglementaire définissant les contraventions. Plus de détails, c'est avec Colombé Catal. Le nouveau code pénal camerounais dispose dans son article 1er que la loi s'impose à tous. Ne sont pas soumis à la loi pénale les faits antérieurement à son entrée en vigueur ou ceux qui n'ont pas été jugés avant son abrogation expresse ou tacite, précise l'article 2 du chapitre 3 relatif à son application. L'acte du chef de l'État rendu public le 12 juillet 2016 fixe 3 principales peines pour les personnes ayant enfreint la loi. Il s'agit de la peine de mort, de l'emprisonnement et du paiement d'amende. Est coupable de trahison et puni de mort tout citoyen qui participe à des hostilités contre la République et qui favorise ou offre de favoriser les dites hostilités, précise l'article 102. Le nouveau code pénal camerounais sanctionne, entre autres, les manifestations à caractère politique dans les établissements publics, scolaires ou universitaires, les détournements de fonds publics en matière électorale, les coalitions contre les lois, le fonctionnement d'un service et la sûreté de l'État, les infractions commises par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, les atteintes faites à l'autorité publique, la rébellion, les fraudes en justice, les atteintes à la paix et à la sécurité publique, l'ivresse publique, la pratique de sorcellerie. Concernant l'homosexualité et la mendicité, 2 des points ayant été révisés, les textes prévoient un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 20 000 à 200 000 francs pour toute personne qui a des rapports sexuels avec une autre de son sexe, ainsi que la prison de 3 mois à 3 ans et une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA pour celui qui, ayant des moyens de subsistance ou pouvant se les procurer par le travail, sollicite la charité en quelque lieu que ce soit. Le président de la République a aussi signé le même jour une série de textes portant promulgation des lois votées lors de la dernière session parlementaire. Outre le code pénal, il s'agit de la loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de Paris sur le climat, adopté à Paris le 12 décembre 2015 et signé à New York le 22 avril 2016, la loi régissant les organismes de placement collectif en valeur mobilière, la loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République italienne relatif à l'exemption réciproque de l'obligation de visa court séjour pour les détenteurs des passeports diplomatiques ou de services, signé le 17 mars 2016 à Yaoundé. Droits de l'homme à présent, Amnesty International revient à la charge. Dans un rapport intitulé « Bonne cause, mauvais moyens », l'organisation accuse les autorités civiles et les forces de défense camerounaises de se livrer à des violations des droits humains généralisées contre les civils dans la région de l'extrême nord du pays et demande au gouvernement camerounais d'agir de toute urgence s'il veut tenir la promesse qu'il avait faite de respecter les droits humains dans son combat contre Boko Haram. Mais nulle part, l'Organisation des défenses des droits humains ne dénonce les exactions de la secte islamiste Boko Haram. C'est à se poser la question,
Pour qui roule Amnesty International? Tentative de réponse avec Donald Anyuzoa. Amnesty International serait-elle un pendant du groupe terroriste Boko Haram? La question vaut son pesant d'or dans un contexte où les sorties pédantes de l'Organisation de défense des droits humains offrent à chaque fois un permis de tuer aux terroristes et dénient au Cameroun le droit de se défendre. Au regard du récent attentat suicide perpétré à Djakana près de Limani et qui a fait 11 morts, l'on se serait attendu, à défaut d'un rapport d'Amnesty International sur les exactions de Boko Haram, ne serait-ce qu'à une simple lettre de compassion adressée au peuple camerounais meurtri dans sa chair. L'approche ainsi élaborée démontre à suffisance que l'organisation reste très sélective dans son appréciation de violations de droits humains. Cet acharnement contre le Cameroun rame à contre-courant du savoir-faire et du savoir-être des forces de défense camerounaises, très souvent cité en exemple dans les opérations de maintien de la paix. Il est de notoriété établie que l'armée camerounaise engagée au front, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, a toujours su observer scrupuleusement les conventions internationales en matière de conflits armés, notamment les droits et obligations des belligérants contenus dans le droit international humanitaire. Convient-il ici de rappeler à Amnesty International qui, avec emphase, fait l'apologie du terrorisme, que dans toutes les écoles de formation des forces de défense et de sécurité, les droits de l'homme constituent un module de base. Bien plus, au sein des forces de défense et de sécurité engagées au front, la règle d'or est connue. Un terroriste capturé vivant est 1000 fois plus important qu'un terroriste tué. Le Cameroun n'enfreindrait aucunement à ces règles de portée universelle, lui qui aujourd'hui comme hier met à la disposition de la justice tout combattant de Boko Haram interpellé au cours des opérations militaires et autres patrouilles. Les tribunaux militaires de Maroua, de Garoua et de Yaoundé, composés en grande partie des magistrats civils, tiennent régulièrement des audiences quasiment ouvertes au public. Les prévenus ont droit à une assistance judiciaire et disposent de toutes les voies de recours qu'offre le droit positif camerounais. Ce rapport élogieux pour la secte terroriste Boko Haram vient enfoncer une porte entrouverte. Le gouvernement camerounais lui-même, à travers le ministère de la Défense, publie tous les ans un rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun, en mettant en relief la situation de la surpopulation carcérale. Sur le terrain, les hauts responsables en charge des questions de défense et de sécurité instruisent régulièrement des enquêtes sur les exactions dont se rendent coupables certains éléments engagés au front. Le document d'Amnesty International intitulé « Bonne cause, mauvais moyens » et qui accuse les autorités civiles et les forces de défense camerounaises de se livrer à des violations des droits humains généralisées contre les civils dans la région de l'extrême nord du pays, démontre que cette ONG qui à chaque fois peint le Cameroun en noir ne s'abreuve pas à bonne source. Parlons de toute autre chose à présent. La France prend les commandes du barrage de Natigal. Le gouvernement camerounais a conclu avec la Société financière internationale et la Société électricité de France un pacte d'actionnaires en vue de la création de la Natigal Hydropower Company, entreprise devant exploiter le futur barrage de Natigal d'une capacité de production de 420 MW dont la mise en service est prévue en 2021. Reportage. Grâce à Natigal Hydropower Company, Électricité de France est en voie de devenir l'une des plus importantes sociétés privées de production d'électricité sur le marché camerounais pour une durée de 35 ans. Le gouvernement ayant conclu avec elle et la Société financière internationale un accord d'actionnaires en vue de l'exploitation du barrage de Natigal d'une capacité de production de 420 MW dont la mise en service est prévue en 2021. Le contrat de concession de la société Eneo arrivant à échéance en 2021, les actionnaires britanniques de cette entreprise de production et de distribution de l'électricité ont déjà entamé des manœuvres auprès des autorités camerounaises en vue de la prorogation du contrat de concession pour une durée de 10 ans. Si ce projet venait à se réaliser, il apporterait sans aucun doute un grand soulagement au grand déficit énergétique que connaît le Cameroun, du moins d'après un raisonnement logique. Mais cette vision serait peut-être une aberration compte tenu des nombreux échecs dans le domaine. On se souvient encore en 2010, l'État camerounais avait donné son quitus à MRS Power Cameroun, une filiale camerounaise du groupe nigérien MRS Holding Limited, pour la production du courant électrique à partir des courants marins. Un projet resté muet jusqu'à ce jour.
Par ailleurs, Actis Eneo a soumis au gouvernement camerounais un plan d'affaires assorti d'un programme d'investissement allant de 2015 à 2031. Le concessionnaire s'y engage à investir 900 milliards de francs CFA en échange de mesures d'accompagnement de la part de l'État camerounais. Mais triste est le constat sur le fait que les prestations de Eneo laissent encore beaucoup à désirer, notamment la discontinuité de l'offre énergétique. L'épineux problème de délestage demeure une équation difficile. En somme, le gouvernement camerounais, à travers les partenariats publics ou privés, a engagé de nombreux acteurs dans l'offre énergétique nationale, mais les prestations restent entachées de corruption et d'amateurisme. L'on se demande bien si Électricité de France, qui prend désormais en charge le barrage de Natigal, sera irréprochable. Dématérialisation des procédures du commerce extérieur par l'opération de gestion du fret terrestre en ligne. Le lancement officiel de l'outil a eu lieu à Douala. Il s'agit de la déclaration de fret, la lettre de voiture internationale et le sauf-conduit international. La cérémonie était présidée par le représentant du gouverneur de la région du littoral. Reportage de Éric Ticheux et Benoît Dormont. Supprimer la paperasse pour les opérations du commerce extérieur, s'arrimer à l'économie numérique et réduire les coûts et délais, voilà qui viendrait faciliter toutes les formalités du commerce extérieur, ce à travers des échanges électroniques d'informations, aussi bien au niveau national que sous-régional, avec en toile de fond la limitation, voire l'éradication des tracasseries de transit du fret terrestre. Mais il faut comprendre que les tracasseries, c'est un problème des hommes. Ça n'a jamais été une recommandation gouvernementale. Bien au contraire, le gouvernement lutte justement pour essayer d'éradiquer systématiquement ces tracasseries que nous décrions tous. Simplement pour ce qui concerne l'opération que nous venons de faire aujourd'hui, elle va forcément obliger ces agents tracassiers-là à ne plus être présents parce que ce ne sera plus de la paperasse. On ne va plus tenir les documents entre les mains. Ce sera, n'est-ce pas, tout sera en ligne, aussi bien à notre niveau qu'au niveau des corridors. Le système IGUS, qui a été lancé officiellement ce 14 juillet, est une plateforme informatique mettant en relation les différents acteurs du commerce extérieur en vue d'assurer des échanges d'informations relatives aux formalités irréférentes. Il faut noter que ce vaste chantier de dématérialisation des procédures du commerce extérieur réalisé par le BGFT en collaboration avec le guichet unique a bénéficié de l'appui du gouvernement et des partenaires au développement. La cérémonie s'est achevée par la présentation technique et la démonstration de la délivrance de la lettre de voiture internationale. Le seul défi qui reste à relever est celui de l'extension de ce produit dans les checkpoints. Nous vous l'annoncions bien sûr en titre, le 14 juillet était fête nationale française, une journée de joie et de deuil en même temps. Un Tunisien a foncé sur des manifestants avec son véhicule, causant la mort d'environ 84 personnes. Les images ont été relayées par la plupart des médias internationaux et aujourd'hui, nous revenons sur cette actualité brûlante que nous vous proposons avec BFM TV. Des scènes de panique sur la promenade des Anglais. Il est presque 23 h à Nice lorsque ce camion fonce à pleine vitesse dans la foule sur près de 2 km. Des coups de feu retentissent. Le chauffeur est abattu, mais il laisse sur place des dizaines de morts et de blessés. On a entendu des fusils, c'est pourquoi j'ai pris ma mère et on s'est caché derrière une palmier et on a attendu jusqu'à les bruits étaient finis. On ignore si le chauffeur a agi seul, mais la piste terroriste ne fait plus aucun doute. Sur place, un périmètre de sécurité est délimité et les autorités demandent à la population de rester enfermée. Donc il s'agit d'un camion, d'un conducteur qui de toute évidence avait structuré, prémédité son intervention et qui semble-t-il avait même utilisé en même temps qu'il faisait les ravages au volant de son véhicule une arme à feu par la fenêtre. C'est à ce moment-là qu'il aurait été abattu par les policiers. L'enquête a été confiée à la section antiterroriste de Paris.
L'attentat de Nice a été condamné par plusieurs chefs d'État, parmi lesquels le président français François Hollande, mais apparaît aussi dans la liste de ceux qui se sont exprimés le Premier ministre belge Charles Michel, qui s'est exprimé et a dit sa compassion et condamné aussi avec la plus grande fermeté cet acte qualifié de lâche. Nous vous proposons de l'écouter. Je veux naturellement, au nom du gouvernement, au nom de la population belge aussi, commencer par adresser nos plus sincères condoléances aux familles des victimes, dire aussi tout notre soutien, tous nos encouragements pour ceux qui, pour le moment, sont dans la douleur. Nous mesurons bien à quel point ce drame est absolument horrible pour les familles et les proches qui sont directement concernés. Et nous pensons également à ceux qui, en ce moment même, peut-être, sont sans nouvelles de leurs proches et attendent des informations dans une angoisse qui doit être absolument insupportable. Nous voulons bien sûr, avec force, condamner une fois encore cet acte de lâcheté, cet acte qui sème la mort, la haine et l'angoisse. Et nous voulons bien sûr répéter que nous sommes déterminés, totalement déterminés, à faire la démonstration que les démocrates sont plus forts que les terroristes, à faire la démonstration que nos valeurs de liberté, nos valeurs de respect, nos valeurs de tolérance doivent être défendues avec beaucoup de force. Mesdames et messieurs, c'est sur cet élément que nous mettons fin à cette édition de journal. Merci pour votre aimable attention. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.